Amis auditeurs, bonjour, Gauthier Boucher à l'antenne. Je suis aujourd'hui accompagné de Benjamin Ratichot. Bonjour Benjamin. Bonjour Gauthier. Alors, amis auditeurs, aujourd'hui nous nous intéressons à un sujet que finalement nous n'avons jamais abordé, qui est l'Empire ottoman du XVIIe siècle, à travers une figure un petit peu originale, un sultan un petit peu original, qui est Ahmed Ier, qui a régné à partir de 1603. Il n'a pas régné très âgé, vous le verrez, il n'est pas mort très âgé non plus, puisque sa vie et son règne... sa vie a été assez éphémère, son règne un petit peu moins. Pour donner les dates, Ahmed Ier, c'est quelqu'un qui est né en 1590 et mort en 1617. Il est monté sur le trône le 22 décembre 1603. Il a quand même eu un règne de 14 ans. Et on le verra, c'est un règne un petit peu original, à la fois parce que c'est un sultan ottoman qui règne très jeune. Alors j'allais dire, en faisant des recherches, il règne jeune parmi des gérontes. Non, finalement, les autres sultans ont peut-être 35, 40, 50 ans maximum, mais rarement plus. Enfin, c'est tout de même plus de 3 fois plus que ce jeune Ahmed qui monte sur le trône. Donc, faites le calcul, à 13 ans et demi à peu près. Pour vous donner une idée de qui est Ahmed, eh bien, j'ai trouvé cette phrase de Michaud, qui est un historien français, dans sa biographie universelle de 1834. Ahmed Ier, 14e sultan des Ottomans, 3e fils de Mehmed III, monta sur le trône à 15 ans, en fait c'est 13 ans. L'an de l'Égir 1012, 1603 après Jésus-Christ. C'était la première fois que les rênes de l'Empire ottoman tombaient en d'aussi jeunes mains. Et c'est bien vrai que c'est la première fois que l'Empire ottoman est guidé par un esprit aussi jeune, dont on verra pour autant qu'il n'est pas quelqu'un de naïf sur le plan politique, puisque Ahmed Ier, Benjamin, devra mener la guerre sur deux fronts, notamment contre le Shah d'Iran Abbas, et puis de manière plus importante contre une des grandes puissances européennes du moment, qui est le Saint-Empire romain germanique. On verra quelles sont peut-être les ruptures et les continuités relativement au rapport entre Empire ottoman et puissance occidentale dans cette période charnière entre le XVIe et le XVIIe siècle. Oui, on est au début du XVIIe siècle, un siècle qui consacre un peu le déclin ou l'amorce du déclin de l'Empire ottoman sur la scène internationale. Alors, il faut, je pense, pour que les auditeurs qui ne sont pas familiers du tout de cette période, et à plus forte raison de cet espace géographique qu'est l'Empire ottoman, qui est un empire qui, depuis sa construction à la fin du XIIIe siècle et sa disparition dans la deuxième décennie du XXe, est un empire qui a aggloméré autour de la Turquie que nous connaissons actuellement d'immenses territoires, que ce soit sur le continent asiatique ou africain ou européen. Alors peut-être pouvons-nous faire un bond peut-être en arrière pour expliquer un peu quelles sont les origines de cette dynastie ottomane. Les Ottomans sont bien entendu des Turcs, ce sont des Turcs, et l'acte d'apparition, on va dire géopolitique des Turcs, c'est véritablement leur victoire en 1071 à Manzikert sur l'Empire byzantin. L'Empire byzantin à l'époque, c'est un empire qui est constitué qui a connu son apogée sous Justinien, en Afrique du Nord, en Palestine, en Anatolie, dans les Balkans, etc. Alors, 5 siècles plus tard, en 1071, cet espace s'est un peu rétréci. L'Empire byzantin conserve encore la Turquie actuelle. Mais cette défaite est déjà un grand retentissement dans la chrétienté, puisque 15 000 armées, 15 000 soldats turcs arrivent à battre les troupes de 200 000 des troupes croisées, parce que c'est des troupes coalisées, parce qu'il y a déjà cette idée de défendre la chrétienté. On est, pour un moyen de comparaison, à peu près à 20 ans avant l'appel d'Urbain II à la première croisade. Donc on est dans ce mouvement d'élan pour sauver la chrétienté, parce qu'on conçoit, on réalise le danger de l'apparition de ces Turcs aux frontières byzantines. Et donc, alors, cette défaite de Manzikert en 1071 consacre la défaite de l'Empire byzantin. Alors, ils étaient déjà installés un peu en Perse, au sud de la mer Caspienne. Ils viennent justement de l'est de la mer Caspienne. On en reparlera parce que
la notion de turc doit être explicitée parce que le mot général de turc revêt différentes ethnies qu'il faut différencier. Alors, donc ils partent de l'est de cette mer Caspienne, ils ont fondu sur les rangs, conquis l'ancienne Mésopotamie, le croissant fertile, les rives de l'Euphrate et du Tigre, l'ancienne Phénicie, l'équivalent du Liban actuel, la Syrie et la Turquie actuelle. Donc, il y a une présence turque qui arrive comme ça dès la fin du XIe siècle et qui se consolide. Ils se constitueront en dynastie, ce seront les Seldjoukides, dont l'apogée de cette civilisation turque seldjoukide sera la charnière entre le XIIe et le XIIIe siècle, dans un contexte de croisade. Et justement, dans cette charnière entre le XIIe et le XIIIe siècle, on a un territoire continu sous la domination seldjoukide qui va de l'Ouzbékistan actuel, sur les rives orientales de la Caspienne aujourd'hui, jusqu'aux portes de Constantinople, qui n'est pas encore tombé, parce que nous verrons que Constantinople va tomber. Alors au milieu du XIIIe siècle, une révolte turkmène, turkmène, c'est une révolte turque, c'est un peuple turc qui se révolte contre les seldjoukides. Ça montre bien que les Turcs, dans ce qu'on appelle les Turcs, il y a plusieurs clans. Il y a les Turkmènes, qui donnent aujourd'hui le pays du Turkménistan. Il y a les Tadjiks qui donnent aujourd'hui le peuple du Tadjikistan. Et puis il y a les Turcs qui ont constitué la base, le creuset des Turcs actuels. Alors il y a des révoltes donc dans l'est de l'Empire, et il y a également des assauts mongols qui font passer le califat seldjoukide sous la dépendance mongole. Et c'est à ce moment-là qu'un des clans turcs installés dans le nord-est de l'Anatolie, non loin de Constantinople, décide de relever l'honneur des populations turques, des peuplades turques. Et c'est un certain Osman, qui va donner son nom à l'Empire ottoman, qui devient le premier sultan et qui sera proclamé en 1280, qui mourra en 1326. Alors ils fondent alors une dynastie et un empire qui porteront donc tous les deux son nom. Donc ensuite ses successeurs se chargent de poser les jalons de la nouvelle puissance turque. Et au début du XIVe siècle, il y a donc une double lecture. On peut voir une double lecture dans la montée en puissance de la dynastie ottomane, qui est d'abord le champion des peuplades turcs désireux de briser le joug mongol. Il ne faudra jamais oublier que les Ottomans se mettent en place puisqu'ils refusent la soumission du califat seldjoukide, donc turc, aux Mongols, et aussi champion de l'islam, puisqu'ils se mettent en tête des principautés musulmanes, puisqu'il faut se rendre compte que depuis la chute de l'Empire abbasside, on doit être au milieu du XIIe siècle, et donc la chute des seldjoukides, il n'y a plus personne pour avoir le primat sur les principautés musulmanes, et champion de l'islam par l'annexion. Il y a des velléités expansionnistes des sultans en Europe, ce qui immanquablement, Gauthier va déclencher un conflit avec les maisons européennes qui refusent par catholicisme, mais aussi on les comprend par souverainisme, de ne pas se laisser envahir et accepter le joug ottoman. Oui, effectivement, même s'il y aura une exception, naturellement, qui constituera une originalité dans cette histoire européenne moderne, même si on n'y reviendra pas forcément dans cette émission, c'est naturellement le rapport qu'entretient le Royaume de France avec l'Empire ottoman, puisque, vous le savez sans doute, à partir de François Ier, il y aura des rapports très particuliers, et finalement une alliance stratégique au moins implicite entre l'Empire ottoman et le Royaume de France. On le verra par la non-participation notamment de la France à la bataille de Lépante en 1571. C'est une alliance qui est jugée impie naturellement puisqu'elle s'effectue entre une puissance chrétienne et une puissance musulmane. Donc selon les standards moraux de l'époque, qui sont très importants dans les affaires internationales à l'époque, puisqu'on se préoccupe beaucoup de religion, de foi, de moralité. Selon les standards de l'époque, cette alliance est impensable. Mais la France la réalise selon des motifs finalement de raison supérieure de l'État, raison supérieure de sa propre souveraineté. Et puis on peut penser que l'Empire ottoman la formule parce que
Cela lui permet de tenir front à tout le reste de l'Europe. Tu as évoqué il y a quelques minutes de ça, Benjamin, la fin effective de l'Empire ottoman. Alors, je ne sais pas à quelle date tu as dit, mais je pense que tu as dit le début du XXe siècle. C'est vrai que c'est une fin. Deuxième décennie du XXe siècle. Oui, c'est ça. Très précisément en 1923, même si en fait il y a. 1923, en fait, c'est la fin de la fin de la Première Guerre mondiale, dans laquelle est engagé l'Empire ottoman aux côtés des puissances centrales, c'est-à-dire de l'Allemagne notamment. Et puis, dans la mesure où ce camp-là perd la guerre, eh bien, la Turquie, mécaniquement, perd la guerre. Et il en résulte l'effondrement de l'Empire ottoman, au même titre que s'effondre au même moment l'Empire austro-hongrois et l'Empire allemand. Mais ça, c'est une fin effective. En réalité, c'est un délitement très très lent, très très lent. À titre de comparaison, le délitement de l'Empire romain, ça se fait à peu près sur 2 siècles à peu près, hein. Puis la phase d'anarchie militaire dans les années 230 jusqu'à l'écroulement final en 471. Là, on a vraiment un écroulement discontinu, on peut dire, à partir de cette bataille de Lépante en 1571. Et comme ça, sur 3 siècles et demi, on a différents marqueurs qui nous montrent que l'Empire ottoman va devenir ce que, alors au XVIIe siècle, on n'en parle pas encore, mais au XVIIIe siècle, on évoquera sous le nom de l'homme malade de l'Europe. Et au-delà de la bataille de Lépante, il y a l'échec du second siège de Vienne en 1683. Ça veut quand même dire que les Ottomans étaient en Autriche, hein, aux portes de Vienne, hein. Ça vous montre quand même l'étendue géographique temporaire des troupes ottomanes au cœur de l'Europe. Là, on n'est plus en Europe centrale, hein, pour le coup. Et puis, 2 traités très négatifs, très préjudiciables aux Ottomans, successivement les traités de Karlowitz en 1699 et de Küçük-Kaynarca en 1774 sont autant de marqueurs du déclin bien plus que relatif, hein, de la puissance ottomane, puisque c'est un déclin discontinu comme cela sur plus de 3 siècles, qui montre que eh bien, l'Empire ottoman, qui était un empire, hein, donc une puissance assez composite, qui forcément devait associer des particularismes locaux, des ethnies, des cultures différentes et souvent antagonistes. Ça vous montre que cet ensemble était en voie de fragilisation. Il y a d'autres événements aussi, hein, qui sont bien postérieurs à notre récit pour le coup, mais vous savez certainement que la France conquiert l'Algérie, c'est un peu présomptueux, mais à partir de 1830, elle met un pied en Algérie. En fait, c'est une conquête d'une trentaine d'années à peu près, hein, puisqu'il y a des velléités de résilience, d'indépendance, notamment d'un chef qui s'appelle Abdelkader, dans les années du Second Empire. Enfin, la France met un pied en Algérie en 1830. Bon, si elle met un pied en Algérie, c'est bien qu'elle met un pied sur un territoire qui était à quelqu'un. Et ce territoire, il était en l'occurrence aux Ottomans. C'est-à-dire que les Ottomans, qui étaient une puissance avec un centre de gravité dans l'actuelle Turquie, allaient très à l'ouest, hein, et puis avaient établi leur domination politique comme ça en Égypte, en Libye, en Algérie, je pense aussi en Tunisie, au Maroc, j'en suis pas tout à fait certain, mais enfin, ils s'étaient étendus comme ça très à l'ouest, et ils dominaient tout l'espace méditerranéen. Alors Benjamin, on va voir comment évolue cette puissance ottomane. On va faire peut-être un retour en arrière pour le coup, pour arriver jusqu'à la période de l'histoire moderne. Alors, ce qui est intéressant, c'est peut-être de penser quel genre d'État était l'Empire ottoman. Parce que sous le terme sous le vocable d'empire, on peut, comment dirais-je, facilement penser que c'est un empire peut-être à l'instar de ce qu'était le premier ou le second empire en France, ou l'empire tsariste, un chef d'État qui dirige, comment dirais-je, le pays d'une main de fer. Alors, c'est un faux ami en réalité. Voilà, c'est un faux ami. Le terme d'empire, qui est une conception totalement occidentale, hein, qui ne sied pas aux réalités de l'Empire ottoman. Pourquoi ? Alors, d'abord, la figure centrale, hein, c'est le sultan. Et le sultan, comme je l'ai rappelé il y a 5 minutes, est un chef temporel. C'est vrai que c'est un chef temporel. Hein, c'est le chef politique
de l'Empire ottoman, mais c'est également le chef spirituel. Hein. Je rappelais que l'Empire ottoman relevait justement ce primat d'entre les principautés musulmanes. Eh bien, ce rôle est assumé par la figure du sultan, qui a donc quelque part une double personne qui est fondamentale et qui est censée agréger autour de lui les fidélités. Alors, le sultan n'est pas seul à gouverner. Le sultan est, c'est l'histoire de Diznogud de Goscinny, a un grand vizir à ses côtés qui lui-même a d'autres petits vizirs qui sont, eux, facilement révocables et corvéables à merci. Donc, le grand vizir est celui qui gère un peu le côté administratif parce que, il faut le dire, l'Empire ottoman, alors c'est vrai lors de sa création au XIVe, mais ça va le devenir notamment à partir de ce règne crucial dans l'histoire de l'Empire ottoman, qui est le règne de Soliman le Magnifique, hein, au début du XVIe siècle, va devenir l'Empire ottoman une grande puissance bureaucratique. Et c'est ça d'ailleurs qui va le tuer, puisque il y a deux choses qui vont tuer l'Empire ottoman. La première chose, c'est le côté bureaucratique de la chose. Alors je termine juste la composition du gouvernement. Donc un grand vizir, il y a des juges militaires, un secrétaire aux finances et un grand amiral. Hein, l'Empire ottoman a une flotte importante, hein, que les chrétiens ont eu maille à partir à battre à l'Épante. Et il y a un autre personnage. Oui, qu'on précise, l'Épante, c'est une bataille navale. Hein. Une bataille navale dans l'isthme entre le Péloponnèse et dans l'isthme qui sépare le Péloponnèse du reste de la péninsule grecque. Et la dernière personne qui siège au gouvernement, on en reparlera parce que ça fait partie de ces petites originalités ottomanes, qui est le chef des janissaires, l'Agha, A-G-H-A, qui compose également le gouvernement du sultan. Donc cette première machine bureaucratique est en marche. Voilà, il y a une élite turque qui compose justement ce gouvernement et qui concentre tous les pouvoirs. Voilà. Mais il y a une autre réalité sur le terrain. Et l'autre réalité vient du libéralisme que l'Empire ottoman, le libéralisme, je le mets entre guillemets, hein, le libéralisme que l'Empire ottoman pratique vis-à-vis des pays qu'il a conquis. C'est-à-dire que si vous voulez, dans les pays, et c'est encore plus vrai dans les pays chrétiens qui ont été conquis, notamment pour le voïvode en Valachie ou en Moldavie, ou pour le roi par exemple en Hongrie, c'est qu'on garde les princes locaux. On garde les princes locaux, mais ces princes locaux sont sous la férule du sultan. Donc, si vous voulez, il y a un attachement traditionnel aux dynasties en place qui, quelque part, ne permet pas aux populations d'être fidèles en premier au sultan. Et c'est ce qui d'ailleurs va tuer l'Empire ottoman, c'est que le sultan ne fera plus autorité ni spirituellement, ni temporairement, notamment à partir du XIXe siècle. Donc c'est une élite dirigeante qui participe à la législation sans le concours du peuple et sans le concours du peuple turc, même turc. Hein. On peut facilement concevoir qu'un Arménien, qu'un chrétien arménien ou un chrétien hongrois ou même un sunnite iranien ne puisse pas participer au gouvernement turc, ou même un musulman, même un sunnite marocain ne puisse pas participer, concourir à la législation. Mais non, mais même les Turcs, même le peuple turc ne peut pas. Voilà, donc en aucun cas le sultanat est une démocratie et en aucun cas ne privilégie sa propre population. Hein. Donc, dans ce contexte, évidemment, ça donne l'occasion à des petits aventuriers de jouer un rôle dans l'immense bureaucratie qui est en train de devenir l'Empire ottoman. Et là on va en revenir à notre sujet, notamment l'avènement d'Ahmed Ier en 1603, c'est qu'à chaque succession, malgré le fait... chaque succession est une épreuve pénible pour l'Empire. Pourquoi ? Parce que justement, il y a ces aventuriers qui essaient de tirer la couverture à eau. Eux, je reviens sur mon histoire de Niznogud, on est en plein là-dedans. Et puis, il y a le fait qu'on est quand même dans un régime où la polygamie est acceptée et où la polygamie d'un côté, et puis il y a un harem,
un harem important pour les sultans. Les usages sont assez similaires à ce qui se pratique à peu près en Chine impériale, hein. Il y a un harem, il y a des concubines, pardon, et justement, ça pose les progénitures de ces concubinages produisent évidemment des querelles de succession qui sont difficiles à régler, hein. Et le père même de Ahmed Ier, Mehmed III, a eu maille à partir également avec les janissaires et l'élite turque quand il a dû prendre le pouvoir. D'où le rôle central qu'occupaient dans l'Empire ottoman les janissaires quand ils étaient fidèles au sultan, mais ces janissaires occupaient une place qui était Gauthier, une place de choix. Oui, effectivement, tu as raison de dire que les janissaires sont un élément important de la société ottomane, hein. Ce sont véritablement ce qu'on appelle les esclaves de la sublime porte, ceux qui occupent les postes les plus influents dans l'administration et l'armée. Les janissaires ont commencé en tant que corps d'élite d'esclaves. C'était des jeunes garçons, qui étaient des garçons kidnappés, qui étaient des chrétiens, et ils ont été forcés de se convertir à l'islam. Et ils ont acquis de cette conversion à l'islam une certaine forme de discipline, de cohésion interne, et ils se sont depuis dévoués totalement au sultan, et ils sont devenus comme ça à partir du XVIIe siècle. Eh bien, comment dirais-je, en raison de l'augmentation de la taille de l'armée ottomane, ils sont devenus un élément important de la société ottomane, et notamment de l'armée ottomane dont ils constituent en quelque sorte un corps d'élite. Voilà pour les janissaires. Alors pour revenir à la figure dont nous nous intéressons aujourd'hui, Ahmed Ier, selon l'historiographie ottomane, Ahmed incarne un sultan humain comparativement à son prédécesseur que tu as cité, je pense Benjamin, qui est Mehmet, qui est plutôt jugé cruel pour sa part. Et la marque initiale de cette bonté d'Ahmed semble avant tout résider dans la clémence qu'il manifeste à l'endroit de son frère une fois parvenu sur le trône, en 1603. Puisque, il ne tue pas son frère, alors qu'on aurait pu penser que par rivalité, il aurait voulu se débarrasser de son frère. En réalité, Ahmed épargne son frère, Mustapha, ce qui fait que ce frère deviendra lui-même sultan à la mort d'Ahmed en 1617. Il ne sera pas sultan très longtemps, quelques mois seulement. Il deviendra sultan sous le nom de Mustapha Ier. Ahmed se distingue aussi par la solidité et la longévité de son gouvernement, puisqu'en dépit de son très jeune âge, on a rappelé qu'il avait été sacré à l'adolescence, à 13 ans à peine, il est réputé pour avoir choisi des ministres qui ont duré longtemps, et des ministres qui ont su l'épauler durant la première grande œuvre politique de son règne, qui est la guerre qu'il mène contre les rebelles asiatiques aux marges de l'Empire. Ce sont des rebelles qui sont soutenus indirectement, enfin directement, mais officieusement par l'Iran, par le Shah d'Iran Abbas Ier le Grand, né en 1571 et mort en 1629. Je fais une petite erreur, c'est pas Shah d'Iran naturellement qu'on dit à l'époque, c'est Shah de Perse, puisque on parle à l'époque de la Perse. Mais cette tentative de juguler les rebelles d'Asie est un échec, toutefois. Mais cette déconvenue d'Ahmed en Asie est toutefois pratiquement sans conséquence. Et le sultan focalise alors son attention vers l'ouest. Ils se mettent à appuyer les révoltes hongroises et transylvaniennes contre l'empereur germanique Rodolphe II, qui est né en 1552 et mort en 1612. Il y a une série de combats, mais il n'y a pas vraiment de combat décisif. En fait, il y a Rodolphe qui est contre... Enfin, il y a une paix de compromis, en fait, qui est signée à Szentvatorok, en Hongrie, le 11 novembre 1606. Et cette paix comprend, de manière originale, à la fois la fin du versement du tribut hongrois aux Ottomans, ce qui était jugé comme une disposition humiliante par le Saint-Empire romain germanique. C'est aussi une paix originale parce que c'est la première fois que le sultan ne demande pas au préalable d'un traité avec une puissance occidentale à ce que sa suzeraineté soit reconnue.
il se dispense de ce qui n'est pas une formalité, mais enfin il s'en dispense quand même. Et de fait, il y a cette paix originale, temporaire bien sûr, entre une puissance occidentale et une puissance ottomane. Peut-être Benjamin, peux-tu revenir de manière plus détaillée sur l'état des rapports entre ottomans et occidentaux, en distinguant peut-être d'une part la France et le reste de l'Europe. Oui, alors on va faire remonter ça encore un peu loin, hein, parce que là, avec Ahmed Ier, nous sommes au début du XVIIe siècle. Là, on va remonter un peu au XIIIe siècle, puisque l'Empire byzantin présentait depuis le XIIIe siècle de grands signes de faiblesse, hein. Et il finit donc par s'écrouler. L'Empire ottoman, il faut figurer que l'Empire ottoman grignote l'Empire byzantin en laissant une petite poche dans comment dirais-je, les deux parties, les deux arrière-pays de la ville d'Istanbul. C'est-à-dire que l'Empire ottoman grignote l'Anatolie vers l'ouest, hein, en se dirigeant vers Constantinople, mais grignote aussi par l'Europe, par la Bulgarie actuelle, pour essayer, par la Thrace actuelle, pour essayer comment dire, de prendre un peu les Byzantins à revers, en tenaille. Ben, c'est ce qui se passe, hein, en 1453. La prise de Constantinople le 29 mai sidère l'Europe et l'alarme du péril musulman. Alors de ce fait, toute l'Europe orientale et chrétienne est concernée maintenant. On ne peut plus ignorer cette menace qui s'est déclarée et qui a déclaré sa puissance en prenant quand même une ville sainte, bien que ce soit une ville du christianisme orthodoxe, ça reste une ville chrétienne qui est prise avec son lot de traditions et de représentativité dans l'imaginaire chrétien. Donc alors la première alerte, elle remonte à 1393, à la fin du XIVe, où les frontières hongroises sont menacées, hein. Le roi, c'est Sigismond. Et alors Sigismond, ce qu'il essaie de faire, c'est qu'il essaie de mobiliser un peu à l'exemple des croisades toute la chevalerie européenne pour essayer de repousser l'envahisseur. C'est la catastrophe, hein, c'est la fameuse bataille de Nicopolis où un certain Jean sans peur, le duc de Bourgogne, le fils de Philippe le Hardi, le père de Philippe le Bon, qui était le grand adversaire du début du règne effectif de Charles VII, hein, que Charles VII a fait assassiner, après que Jean sans peur ait fait assassiner son oncle, le duc d'Orléans, en 1407. Jean sans peur participe à cette bataille, et c'est la catastrophe. Une grande partie de la chevalerie européenne est écrasée par les Ottomans. Donc alors c'est à ce moment-là que les Balkans sont mis sous tutelle ottomane, tout comme le Caucase. Donc ce sont les règnes, évidemment le grand règne de Mehmed II. Mehmed II, c'est celui qui en 1453 avait procédé à la prise de Constantinople. Et un autre grand règne cruel, celui-là, c'est d'ailleurs le sobriquet qu'a gardé son monarque, de Sélim Ier. Alors il y a un statu quo un peu au cours du XVe siècle, et c'est sous le règne de Soliman le Magnifique qui accède au sultanat en 1520 que s'est déclenchée véritablement la guerre frontale avec les Habsbourg. Alors la guerre frontale avec les Habsbourg, ça commence, les premiers signes, ça commence en 1570 quand Chypre est prise. C'est là où on voit d'ailleurs la montée en puissance progressive de la flotte ottomane, hein, qui justifie par exemple que le grand amiral soit un membre indispensable du gouvernement du sultan. Et après cette prise de Chypre, le pape Saint Pie V appelle à la croisade anti-ottomane pour délivrer l'est du continent de la présence musulmane. Et ça ne fonctionne pas, puisqu'en 1529, 120 000 musulmans assiègent Vienne, assiègent une première fois Vienne. Alors ce siège est élevé, mais la menace est là, hein. On commence à menacer Vienne, qui est quand même la capitale du Saint-Empire romain germanique, la superpuissance germanique. Alors on a rappelé par exemple la non-participation de la France, qui est à cette époque alliée de l'Empire ottoman. La France brillera également par son absence lors de la bataille de Lépante, hein,
en 1571. Il faut dire que la France aussi est aux prises avec les guerres de religion Voilà, sur ce sol. d'autres chats à fouetter, pardonnez-moi pour la vulgarité. On a quelques mois de la Saint-Barthélemy, notamment en 1572. Donc là, celui qui se montre comme le super défenseur de la chrétienté, c'est Don Juan, l'un des princes de la maison d'Autriche. Et donc la première, en fait, le règne d'Ahmed Ier est intéressant puisqu'il est en fait à mi-chemin entre la première tentative de siège de Vienne et la seconde qui intervient en 1683, puisqu'il trouve en fait, quand il monte sur le trône en 1603, il trouve une puissance militairement affaiblie et géopolitiquement bousculée. D'autant plus qu'en 1573, Tunis a été pris, ce qui montre que les chrétiens ont une volonté de grignoter ce territoire ottoman qui déjà, bien qu'étendu, est difficile, dont l'unité est difficile à conserver. Donc le fameux traité de 1606 continue la soumission de la plaine d'Hongrie, mais il faut dire que cette plaine d'Hongrie, les musulmans et les Turcs ont eu des facilités, puisque par exemple la noblesse protestante, notamment hongroise, justement pour lutter contre la maison d'Autriche, qui est la superpuissance du catholicisme, cette noblesse protestante s'allie avec les Turcs. Donc il y a aussi un jeu à billard à trois bandes, c'est-à-dire qu'il y a une facilité qui est prise par une certaine proportion des populations locales qui accueillent favorablement les musulmans pour contrecarrer la domination catholique. Alors, ce XVIIe siècle, c'est aussi le siècle de confluence entre mauvais souverains, parce que le règne d'Ahmed Ier est globalement négatif, et l'émancipation des janissaires qui deviennent véritablement ce corps d'élite, membres de l'armée, mais qui devient indépendant et qui devient gênant, à tel point indépendant qu'il en devient gênant. Et alors malgré quelques soubresauts qui sont dus à des bons vizirs, des grignotages territoriaux, c'est la grande défaite de Saint-Gothard en 1664 et surtout l'échec monumental du siège de Vienne en 1683, qui sera contrecarré par Jean III Sobieski, et qui vaudra à Kara Mustafa, le vizir du sultan qui avait été envoyé pour prendre Vienne, d'être exécuté par ses janissaires. Et là, on voit aussi des pratiques qui sont proches de ce qui se passait en Chine. On envoie une bande de soie blanche au vizir. Le sultan envoie une bande de soie blanche au vizir, qui comprend que c'est un bandeau de soie, un ruban de soie pour se pendre. Alors, pour se pendre, il se fait étrangler par deux de ses janissaires avec. Donc voilà. Donc la fin, le coup de sifflet final de l'expansion ottomane en Europe, c'est ce deuxième échec au siège de Vienne en 1683. Effectivement, et ensuite la situation de l'Empire ottoman ira donc de mal en pis dans les 2 siècles qui suivront, jusqu'à la fin effective de l'Empire ottoman en 1923. Pour revenir à Ahmed Ier, donc ce premier sultan, ce deuxième sultan, c'est du XVIIe siècle, couronné en 1603, il est aussi connu comme étant un monarque bâtisseur parce que Istanbul lui doit une célèbre mosquée qui est la mosquée bleue, édifiée durant son règne entre 1609 et 1616. C'est-à-dire qu'elle est terminée juste un an en fait avant son décès. Et du fait de son bâtisseur, cette mosquée est surnommée mosquée Sultan Ahmed Karni en turc. C'est un site important de l'islam, puisque la mosquée bleue représente un point de départ vers la Mecque. L'Empire ottoman, nous l'avons indiqué, durant le XVIIe siècle, ira de mal en pis, perdra à la fois du territoire et puis de l'influence en Europe centrale et méditerranéenne. Et cela se manifeste notamment, on l'a signalé brièvement en début d'émission, par le traité de Karlowitz, enfin 2 traités successifs. Le traité de Karlowitz et celui de Küçük-Kaynarca. Mais le premier est vraiment particulier, Benjamin, puisque ce traité de 1699 est véritablement le premier traité
qui est largement défavorable à la puissance ottomane par rapport aux puissances occidentales. Oui, exactement, parce que le traité de 1606, dont je ne m'aventurerai pas à écorcher le nom, établit un statu quo, alors que le traité de Karlowitz, qui intervient à peu près un siècle plus tard, en 1699, est un traité qui fait perdre des territoires à l'Empire ottoman. Alors, on va faire rapide, hein. Les Habsbourg récupèrent une grande partie de la Hongrie, la Slavonie. Hein. Donc la Slavonie, c'est la région la plus septentrionale de la Croatie, hein, en contact direct avec la Slovénie. Et aux Vénitiens, la Dalmatie. Alors c'est important de savoir ça, parce qu'on n'a pas parlé du fait que l'une des raisons du déclin de la Sérénissime au XVe siècle, c'est justement le fait que l'Empire ottoman lui est piqué, lui est dérobé un grand nombre de ses comptoirs sur la mer Adriatique. Et de ce fait, ça a comment dire, participé au déclin, à la décadence de la cité italienne, de la cité vénitienne. Est-ce que ce sont deux puissances maritimes, deux thalassocraties concurrentes, hein, les Ottomans et les Vénitiens? Et c'est d'ailleurs ce qui va d'ailleurs faire aussi chuter la puissance ottomane, puisque l'Empire ottoman, en annexant et conservant les comptoirs qui étaient jadis aux Vénitiens, continueront à avoir des politiques économiques mercantilistes, c'est-à-dire que eux, les Ottomans, continueront à commercer en matières premières, en or, en argent, en épices. Alors que, justement, à la fin du XIXe siècle, à la fin du XVIIe siècle, notamment après la mort de Colbert en 1683, il y a une remise en cause, notamment dans le Royaume de France, mais aussi en Europe, de la politique mercantiliste. On arrive à une mixité des échanges, une mixité de la compétitivité qui n'existe pas dans l'Empire ottoman. Donc il y a un retard, hein, de l'Empire ottoman qui ne rentre pas dans l'économie du XVIIIe, qui est une économie qui sera théorisée, comme chacun le sait, par des économistes britanniques, dont le plus notoire est Adam Smith. Pour revenir donc à ce traité de Karlowitz, ça conclut, ça couronne déjà la défaite du siège de Vienne de 1683, et ça conclut la phase d'expansion de l'Empire ottoman qui comment dirais-je, au 19e siècle, enfin au 18e et surtout au 19e siècle, consomme sa déliquescence. Toutes les guerres que l'Empire ottoman, dans lesquelles l'Empire ottoman est belligérant contre les puissances européennes, sont perdues, que ce soit contre la Russie, que ce soit les guerres balkaniques du début du XXe siècle. Le fait de ne pas avoir imposé un joug et une fidélité absolue au territoire conquis vis-à-vis du sultan a facilité l'éveil des nationalités au XIXe siècle. Enfin, alors, avec un peu plus de temps, un peu moins de rapidité que ce qui s'est passé par exemple dans le centre de l'Europe, hein, toutes les nationalités qui se développent notamment au sein de l'Empire austro-hongrois. Il va falloir attendre vraiment le début du XXe siècle pour que ces nationalités s'expriment. Mais on voit bien que, par exemple, le cas arménien, qui est le cas le plus manifeste de velléité nationaliste réprimée, hein, parce qu'on n'oublie pas quand même que l'Empire ottoman, hein, s'est rendu coupable d'un des premiers génocides du XXe siècle, hein, le génocide arménien, que cette déliquescence et cette perte d'élan militaire est conjuguée avec une profonde dislocation entre les identités qui composaient cet empire ottoman. Donc on arrive comme un effet de miroir à une situation dans un empire musulman bureaucratique, à une situation similaire à ce qu'on a pu voir par exemple dans l'empire très chrétien d'Autriche-Hongrie. Donc quelque part le sens de l'histoire est respecté. Voilà, chers amis, pour cette émission concernant l'Empire ottoman au début du XVIIe siècle et plus particulièrement la figure d'Ahmed Ier, 14e sultan, très jeune sultan mais dont le règne, 14 ans, a quand même connu quelques événements importants. On ne l'a pas précisé d'ailleurs, hein, mais c'était pour nous autres auditeurs français, c'était donc à cheval sur les règnes de Henri IV et de Louis XIII. Alors, chers amis, notre prochaine émission en janvier abordera un sujet très différent puisqu'il s'agira de l'Alsace à travers une chronique littéraire
relative à un ouvrage de 1987 de Jeanine Sia qui s'appelle « Histoire du rattachement de l'Alsace à la France ». Peut-être que Benjamin, en quelques secondes, tu peux nous préciser quelques éléments de cette histoire. Quand, où et quels acteurs et quels événements? Alors j'aimerais d'abord préciser que Jeanine Sia a eu le mérite d'écrire ce livre, mais ce livre est inspiré des précieux travaux de Georges Livet, qui était un spécialiste de la guerre de 30 ans, et il avait fait sa thèse, c'était l'intendance d'Alsace dans les premières années du règne de Louis XIV, les dernières années du règne de Louis XIII et les premières années du règne de Louis XIV. Il a pu découvrir quelles ont été les faces cachées justement les tractations pour apporter cette province qui n'était pas unie. Alors c'est une émission qui politiquement est incorrecte, puisque nous allons découvrir que l'Alsace n'était pas une province unifiée, que selon qu'on se trouvait dans ce qu'on appelait à l'époque la Haute-Alsace ou la Basse-Alsace, on ne dépendait pas de la même juridiction, que le Haut-Rhin actuel était plutôt quelque chose d'unifié sous la férule d'Habsbourg, alors que le Bas-Rhin actuel était une myriade de principautés, d'évêchés, qui étaient pour certains sous la juridiction de l'empereur, sous la juridiction de seigneurs locaux, ou alors dès avant 1648 sous la juridiction du Royaume de France. Donc c'est un sujet compliqué, mais qui est fondamental pour comprendre comment Louis XIV a organisé ce qu'on a appelé au XVIIe siècle la politique des réunions, c'est-à-dire essayer d'annexer le plus doucement possible, sans froisser les usages locaux, justement les provinces un peu périphériques du royaume, le Roussillon, la Franche-Comté, ce qu'on appelait le comté de Bourgogne à l'époque, et l'Alsace. Et d'ailleurs, je terminerai avec cette phrase qui avait été la phrase de Louvois, si je me souviens bien, qui avait été de dire, c'était Louvois ou c'était Colbert de Croissy, j'ai un doute, mais on le redira lors de cette chronique littéraire: ne touchez pas aux usages d'Alsace. C'était la phrase, le leitmotiv des gens de droit lors de la politique des réunions, notamment de la réunion d'Alsace à la France. Voilà, chers amis auditeurs, donc vous l'avez compris, avec ce que nous a dit Benjamin, nous nous intéresserons en somme au XVIIe siècle français et germanique, finalement, sous le règne de Louis XIV, entre 1643 donc, et 1715. Chers amis auditeurs, merci de votre écoute, et à dans quelques semaines donc, pour cette émission sur l'Alsace. Merci.